Il était 2h47 du matin, un mardi, lorsque mon téléphone a craqué, me tirant d'un demi-sommeil somnol. Dans cet instant flou, entre conscience et rêve, j'ai vu son nom défiler à l'écran. Miranda, 10 ans, une décennie de deuil partagé, de disputes pour savoir qui devait sortir les poubelles, les rires quand on se perdait en voyage, et maintenant ça. Tout juste marié, Jérémy. Au fait, tu es pathétique. Mes doigts tremblaient en ouvrant la pièce jointe. L'image qui s'est chargée m'a fait un coup de poing au ventre. Miranda et sa collègue, souriantes sous la lueur criarde de leur tenue de mariée rose fluo, au diable. Elle tenait un certificat de mariage comme un prix de carnaval, ivre et triomphante. Mon estomac s'est noué. J'ai fixé cette photo pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement pas duré plus de 30 secondes. J'entendais presque l'écho de son rire, je lisais l'arrogance dans ses yeux. La trahison maculait son visage comme du rouge à lèvres qu'elle appliquait juste pour cet instant. Toutes ces nuits où je restais tard au bureau pour la couvrir quand elle était trop épuisée. Chaque facture de carte de crédit que je payais, l'acte de propriété à mon nom, la carte grise que je signais sans hésiter, persuadé que nous étions sincères. Mais elle avait oublié que nous étions sincères aussi. Je serrai la mâchoire et tapai un mot, cool. Cela me semblait insuffisant, mais c'était suffisant. C'était ma déclaration de ne pas plaider ni supplier. Je n'allais pas lui envoyer une série de textos d'apitoiement sur moi-même ni appeler la police pour invoquer une détresse émotionnelle. Toutes ces années, j'avais financé des promesses. Maintenant, elle allait goûter à la réalité, non pas à des paroles creuses, mais à des actes décisifs. Je me glissai hors du lit, tous mes muscles en éveil, avec une seule et unique détermination, l'effacer. Je m'habillai rapidement d'un jean et d'un sweat à capuche, le tissu rêche contre ma peau, mais constituant un bouclier parfait pour la suite. J'ai allumé une cigarette pour la première fois depuis des années, inhalant sa fumée précise et me laissant emporter. J'ai jeté un coup d'œil à notre chambre commune. L'été d'oreiller en soie préféré de Miranda, la photo encadrée de notre mariage, les cartons à moitié déballés de notre dernier déménagement. Plus rien n'avait d'importance. Tout m'appartenait, et j'avais l'intention de le récupérer. J'ai d'abord appelé la banque. J'ai besoin de toutes les cartes à mon nom uniquement, ai-je dit au caissier. La voix ferme. Clôturer tous les comptes joints. Révoquer ses privilèges. Je n'ai pas mentionné que ma femme avait épousé quelqu'un d'autre à 2h47 du matin. J'ai simplement invoqué des problèmes de sécurité. En quelques minutes, la banque a gelé son crédit, redirigé les prélèvements automatiques et signalé toute transaction suspecte. Ensuite, il y a eu le concessionnaire automobile. Je veux qu'elle soit radiée de son permis de conduire, ai-je indiqué en lui fournissant une copie du certificat que j'avais sur mon bureau. L'ancien contrat était nul et non avenu. J'ai barré cette ligne d'un geste théâtral. À 15h15, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, j'étais stimulé non par la colère, mais par une détermination. J'ai appelé un serrurier disponible 24h24, un homme imposant aux yeux fatigués, qui m'a adressé un signe de tête éloquent. Aucune question. $300 plus tard, je tenais de nouvelles clés à la main. La satisfaction éloquente de changer des serrures à 3h45 du matin et d'une clarté inégalée. Je suis rentré chez moi en silence, les rues désertes de la ville défilant comme un public pour ma métamorphose. À 5h, j'ai changé les serrures. Le péché de notre vie commune s'est évaporé lorsque j'ai claqué la porte derrière moi. Tout accès, physique et financier, révoqué. Debout dans le couloir vide, je tendais l'oreille. Pas de pas, pas de voix suppliante, juste le doux bourdonnement de l'aube qui se levait à l'horizon. J'ai empoché les vieilles clés. Elles étaient peut-être à elles ce matin-là, mais au lever du soleil, elles ne valaient plus rien. À 5h05, je me suis glissé au lit, l'épuisement me rattrapant enfin. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme un bébé, intrépide, sans fardeau et entièrement libre. Les chapitres de ma vie avec Miranda s'étaient clos exactement au moment où je le souhaitais. Je n'avais besoin ni d'excuses ni d'explications. Elle avait fait connaître son choix à Las Vegas, et j'avais fait connaître le mien directement dans notre chambre. Cool. Ce seul mot était tout ce dont j'avais besoin. Et à cet instant décisif, j'ai su que je le pensais. À 3h15, l'adrénaline qui avait parcouru mes veines depuis le texto de Las Vegas s'était enfin installée dans une clarté intense. Je n'étais plus abasourdi par la trahison. J'étais galvanisé par la mécanique de la rupture de 10 ans de copropriété. Miranda n'avait jamais compris la logistique,
le fonctionnement des autorisations bancaires, le nom de l'hypothèque, ni comment les titres de propriété restaient immuables au nom du titulaire initial. Moi, si. J'avais géré chaque facture, chaque compte, chaque détail, convaincu que nous formions une équipe. Maintenant, j'allais appliquer ce savoir pour démanteler tout ce qu'elle tenait pour acquis. Assis à ma table de cuisine, la lumière du plafond bourdonnant dans le silence, j'ai dressé une liste. Premièrement, lui révoquer l'accès à nos comptes bancaires. Deuxièmement, la retirer de ma liste de conducteurs autorisés de ma voiture. Troisièmement, changer les serrures, numériques et physiques. Quatrièmement, annuler ses cartes de crédit. Cinquièmement, réacheminer tout courrier ou colis adressé à nous deux. Sixièmement, bloquer ses emails et son téléphone, car les notifications officielles de compte ne parviendraient qu'à moi. J'ai lu chaque élément à voix haute, savourant le goût des mots « révoquer » et « annuler » dans le silence. La banque est arrivée en premier. J'ai composé le numéro du service client, calme et serein. Je suis le titulaire principal du compte, ai-je dit, en indiquant mon numéro de sécurité sociale et ma date de naissance. Ma femme, Miranda, nom de famille, s'est récemment mariée ailleurs. Je dois la retirer de ma liste d'utilisateurs autorisés, geler toutes les transactions en attente à son nom et rééditer mes cartes immédiatement. La caissière hésita, cherchant probablement le règlement intérieur, mais le langage de l'entreprise était de mon côté. Une pièce d'identité et une déclaration claire d'activité non autorisée. En quelques minutes, ces cartes étaient annulées et on m'annonçait que les nouvelles arriveraient uniquement à mon adresse. Ensuite, la voiture. Notre véhicule partagé, un élégant SUV que nous avions loué il y a 5 ans, était garé dans l'allée, étincelant sous le lampadaire. J'ai appelé le service client 24H24 du concessionnaire. Je souhaite révoquer tous les conducteurs secondaires de mon contrat de location, ai-je expliqué, en envoyant une image scannée de l'acte de mariage comme preuve qu'elle s'était légalement rendue indisponible en vertu de notre contrat. À 4 heures du matin, j'étais la seule à avoir le droit de conduire ou de refinancer le véhicule. Je l'imaginais arriver dans cette allée plus tard et se voir refuser l'entrée, le ronronnement du moteur remplacé par un bloc moteur froid. Le serrurier est arrivé à 4h15, un homme costaud en gilet réfléchissant qui m'a regardé sans me juger. Il n'a posé aucune question. Même serrure, nouvelle clé. J'ai hoché la tête. Il travaillait en silence, ses outils cliquetant et s'agitant comme un cœur mécanique. De nouveaux verrous se mirent en place et un nouveau clavier s'alluma. À 16h45, les anciennes clés étaient inutiles. J'empochai les doubles et lui tendis une facture impeccable avec un signe de tête de remerciement. De rien, grognatait-il en faisant ses bagages et en disparaissant dans la nuit. Une fois les barrières physiques et financières franchies, je me tournai vers les domaines numériques, les emails, les services de vente, les comptes d'abonnement. L'adresse de Miranda fut supprimée de nos services de streaming, de nos abonnements de livraison de courses et même de notre espace de stockage cloud partagé. J'avais mis à jour les mots de passe, activé l'authentification en 2 étapes et configuré des alertes pour toute tentative de connexion utilisant ces identifiants. J'imaginais sa frustration lorsqu'elle essayait de regarder nos séries préférées en streaming ou de consulter le solde de ses courses et se retrouvait bloquée. Chaque ping d'une connexion échouée faisait écho à son propre échec chez Fidelity. À 5 heures du matin, je contemplais les conséquences. La maison semblait plus petite, étrangement vide sans sa présence. Le réfrigérateur ronronnait d'un bourdonnement vide. Nos tasses à café communes étaient posées sur le comptoir, et sa robe de chambre en soie était encore drapée sur la porte de la salle de bain. J'ai rassemblé sa brosse à dents et quelques objets sentimentaux dans une boîte étiquetée au feutre. Miranda, ne l'ouvre pas avant l'avis de l'avocat. Je l'ai déposé sur le porche avec un mot. Vos affaires ont été récupérées. Contactez-moi pour que je les récupère après la résolution de l'affaire. Puis j'ai refermé la porte et appuyé sur le nouveau clavier. La serrure a cliqué comme un marteau. Je suis retourné me coucher, l'horloge numérique affichant 5h05 en chiffres rouges vifs au plafond. En l'espace de 2 heures, j'avais transformé la trahison en procédure, le chagrin en processus. Mon esprit, autrefois tourmenté par la honte et la confusion, reposait désormais sur un socle de contrôle. Le poids sur ma poitrine s'est allégé. Je ne craignais plus l'inconnu de son prochain geste, car j'avais anticipé toutes les éventualités. Elle avait parié sur notre vie éperdue. Je l'avais surpassée à son propre jeu, transformant l'angoisse émotionnelle en éradication systématique. L'épuisement s'est finalement installé, m'emportant comme une douce marée.
Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, j'ai senti la possibilité du sommeil se déployer devant moi. Ma dernière pensée consciente fut une simple affirmation. Je l'ai fait pour moi-même, non par vengeance, mais par justice, ma propre justice, appliquée à 3h15 précises, lorsque le but a éclipsé la douleur. Et tandis que je m'assoupissais, la réinitialisation de minuit achevée, j'ai réalisé que la liberté vient parfois dans les heures calmes où le monde dort et où l'on reprend sa vie, un verrou, un conte, une clé à la fois. Le coup est venu à 8h, sec et insistant, résonnant dans les couloirs vides de la maison que j'avais reconquise. Dans la pâle lumière de l'aube filtrant à travers les stores Alftron, je me suis arrêté à mi-chemin, versant mon café, le cœur serré par une brève lueur d'appréhension. Mes nouvelles serrures tenaient bon, mais l'urgence inattendue du bruit me prit par surprise. Je posai la tasse et me dirigeai vers la porte, remarquant le silence qui régnait dans la maison, sans le bourdonnement matinal de Miranda ni le cliquetis de son sèche-cheveux. J'ouvris la porte et découvris 2 agents en uniforme debout sur mon porche, l'air poli mais professionnel. L'un était plus âgé, les cheveux poivre et sel soigneusement coupés. Des décennies d'expérience m'adoucissaient. L'autre, le visage frais, à peine sorti de l'académie, se balançant d'un pied sur l'autre comme s'il regrettait de porter une cravate à cette heure-là. L'agent le plus âgé s'éclaircit la gorge. « Monsieur, nous avons reçu un appel de votre femme. Elle dit que vous l'avez enfermée dehors et que vous lui avez confisqué tous ses biens. » Il désigna les boîtes scellées sur le porche. Je maintins la porte d'une main et levai mon téléphone de l'autre pour accéder au bon écran. « Vérifiez vos horodatage, dis-je calmement en appuyant sur lecture du message photo de Vegas. L'horodatage brillait dans un coin de l'image. 2h47. Elle m'a informé à 2h47 qu'elle avait épousé quelqu'un d'autre. Veuillez noter que ce certificat provient du Nevada. Ma femme, ou plutôt mon ex-femme, est légalement mariée à un autre homme. J'ai légèrement incliné la tête pour les inviter à regarder de plus près. Les lèvres du jeune policier se sont contractées, comme pour réprimer son amusement. Il s'est penché pour examiner la photo plus attentivement. L'éclat du sceau estampé du certificat se reflétait dans ses yeux. Le policier plus âgé a fouillé dans sa veste et ouvert son bloc-notes. « Alors, c'est une affaire civile » a-t-il demandé d'une voix douce mais ferme. « On ne peut pas vous forcer à la laisser rentrer » ai-je acquiescé, soulagé que la justice me donne raison sans équivoque. « C'est exact. Elle n'est plus mon épouse, et ses cadenas sont dans mon droit. Elle peut régler le problème par l'intermédiaire de son avocat. » Le policier plus âgé a jeté un coup d'œil à sa partenaire, puis à moi. « Vous devriez peut-être tout documenter, monsieur. L'affaire pourrait être portée devant le tribunal des affaires familiales si elle poursuit. » Je leur ai brièvement résumé comment j'avais révoqué ses privilèges de compte, changé les serrures et mis ses affaires en carton avec un avis poli. J'ai décrit le refus de Miranda de payer ses factures pendant des années et comment elle avait transféré l'argent de notre compte d'épicerie commun vers son propre fonds de stockage. Les policiers ont échangé des regards, toute votre sympathie pour ma situation, sans aucun doute. Et l'homme plus âgé a enveloppé le côté de son casque. « Eh bien, monsieur, on ne peut plus rien faire ici. Bonne chance. » Alors qu'il descendait du porche, j'ai aperçu le visage de Miranda au bout de l'allée. Elle se tenait en jogging et un vieux t-shirt, les cheveux en bataille et les yeux cerclés de rouge. Elle les a regardés partir, la trahison et l'indignation se lisant sur son visage. Elle a ouvert la bouche, probablement pour crier, mais rien ne lui est venu. Elle a brandi son téléphone comme si elle s'apprêtait à enregistrer la preuve vidéo de notre injustice civile. Mais les policiers étaient déjà partis. Je refermai doucement la porte et m'appuyai contre le chambranle, la poussée d'adrénaline se transformant en un bourdonnement. La maison semblait incroyablement immobile, trop immobile, comme si elle retenait son souffle. Je retournai au comptoir de la cuisine et me servis une tasse de café frais. De la vapeur montait comme un fantôme de notre vie passée, mais pour la première fois, cela ne me serra pas la poitrine. Cela apportait de la clarté. Miranda était désormais seule, pour le meilleur et pour le pire. Je jetai un coup d'œil au carton sur le porche à travers le panneau de verre dépoli. Chacun portait mon étiquette noire impeccable. Les effets personnels de Miranda. Je l'imaginais les fouiller plus tard, pour affronter la réalité de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait perdu. Plus de clés partagées, de crédits partagés, de vie partagée. Seulement cette preuve de son départ soudain et des conséquences que j'avais méticuleusement planifiées. En milieu de matinée, le quartier s'était animé. Des joggeurs sur le trottoir,
le camion de glace quittant le pâté de maison, des voisins ramassant leur courrier. Je sortis pour récupérer un colis égaré et quelques regards curieux se sont croisés. Les nouvelles vont vite dans les quartiers de banlieue, même à 10 heures du matin, j'ai surpris Madame Abraham qui jetait un coup d'œil par-dessus sa clôture et je lui ai adressé un signe de tête. Elle a détourné le regard, croyant à un désintérêt, mais j'ai remarqué le léger haussement de son sourcil. Je ne pouvais pas la blâmer. Notre drame était le genre de spectacle qui faisait la une des journaux dans un petit cercle restreint. De retour à l'intérieur, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Pas de message de Miranda, pas d'appel, seulement l'écho persistant de son « votre message pathétique ». Le numéro de mon avocate a clignoté à l'écran, me rappelant les procédures de garde et de divorce qui m'attendaient. Je savais que je devais déposer les papiers rapidement ou laisser son avocat s'en charger. Mais à cet instant, j'ai savouré l'avantage de la précision, la loi glissant entre mes doigts comme la lance d'un chevalier dans une joute. Je m'étais parfaitement positionné, moralement justifié, légalement protégé, émotionnellement détaché. Je suis entré dans mon bureau à domicile, la lueur de l'ordinateur m'accueillant comme un allié. Des documents m'attendaient, des contrats de vente aux conditions de location révisées, mais je ne ressentais aucune urgence. Miranda avait perturbé mon sommeil, mes suppositions et ma confiance, mais elle n'avait pas ébranlé ma détermination. J'ai ouvert un nouveau document et tapé le titre « Demande de divorce ». Les mots étaient crus, sans dramatisation, mais ils étaient plus blessants qu'un appel téléphonique furieux. C'était le saut final d'un contrat rompu à travers le désert du Nevada. Alors que je formatais les pages, mon téléphone a vibré une fois. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un texto de Marlin, mon meilleur ami, m'envoyant de nouvelles preuves qu'il avait découvertes sur la fraude alimentaire de Miranda. Il a appelé cela le coup de grâce. Je me suis permis un petit sourire satisfait. J'ai copié les pièces jointes dans mon dossier de divorce et j'ai répondu « Trop bien ». À midi, le chapitre des visites de police était clos. Les policiers avaient validé ma demande, et Miranda se retrouvait là où les réalités juridiques et émotionnelles se heurtaient. Je me suis servi une deuxième tasse de café et j'ai trinqué à ma cuisine vide, la vapeur s'élevant entre nous comme une bénédiction. La maison était à moi. Encore une fois, non pas dans le sens romantique de la propriété, mais dans l'assurance durement gagnée que chaque serrure, chaque compte, chaque document portait ma signature et mon intention. À cet instant, j'ai compris que parfois, la liberté ne rugit pas. Elle frappe poliment par deux agents en uniforme et vous rend les clés. En milieu d'après-midi, le chaos que j'avais foncti s'est transformé en une nouvelle forme de tempête lorsque Miranda est réapparue sur le pas de ma porte, accompagnée de son époux fraîchement marié et des seconds rôles de son drame familial. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée là, recroquevillée, dans une pose euphorique. Malgré l'humiliation peinte sur son visage rouge, tandis que Jérémie s'attardait derrière elle comme un invité maladroit à sa propre fête, hésitant à y être, sa posture était tendue, les épaules voûtées, comme s'il s'attendait à ce que le mur entier s'effondre sur lui à tout moment. Et l'étincelle dans ses yeux trahissait une prise de conscience naissante, il avait peut-être épousé plus qu'une personne. Il avait épousé une vie entière qui n'était pas la sienne. À leur côté se trouvait la mère de Charlène Miranda, les bras croisés dans une posture de défi, et Monica, sa sœur, crachant une indignation vertueuse à chaque mot qu'elle prononçait, mais ne prononçait pas encore. Leur fureur collective bourdonnait dans l'air humide de l'après-midi, faisant vibrer les moustiquaires de ma véranda comme un essaim de cigales furieuses. « Ouvre » commença Miranda d'une voix plus aiguë que la réalité. « Mais tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison ou ma maison. » Elle me lança le mot « ou » comme si c'était un bouclier. Je m'appuyai nonchalamment contre l'encadrement de la porte, un café à la main, observant leur assemblage disparate. Jérémie fit un pas en avant, puis en arrière, comme si franchir ma limite de propriété nécessitait un permis spécial. Le regard de Charlène plongea dans le mien, et Monica tapa du pied avec impatience. Je bus une longue gorgée de café, noir bien sûr, et laissai le silence s'étirer jusqu'à ce que même l'air paraisse nerveux. Finalement, je posai la tasse sur une table d'appoint près de la porte et inclinai la tête. « Tu es à la maison ? Tu as épousé quelqu'un d'autre à Vegas. Cette maison, l'hypothèque, les charges, tout est à mon nom. Tu n'as pas le droit de décider de ces choses unilatéralement. » Mon ton était le calme avant la tempête, mesuré, inébranlable. Les lèvres de Miranda tremblèrent, mais elle redressa les épaules et réessaya. « C'est de la violence psychologique. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. » Sous sa colère, je décelai autre chose. Du désespoir.
Elle était réalisant qu'en voulant s'affranchir, elle m'avait par inadvertance cédé le contrôle total. Charlène s'avança, les lèvres pincées. Nous exigeons l'accès immédiatement. Tu vas ouvrir cette porte et la laisser entrer. Elle fit un signe de tête subtil à Monica, qui fouilla dans un sac à main de la taille d'une petite valise. La sœur de Miranda sortit un contrat de camionnette et me l'agita sous le nez. Je vais juste lui remettre ses affaires, déclara Monica en passant sa carte de crédit à mes frais. Je vis la carte refusée 3 fois avant que Jérémy, en sueur, ne sorte la sienne et ne règle les frais. Le message de transaction clignota sur l'écran de l'appareil. Paiement accepté. Un léger sourire illumina mon visage tandis que Monica prenait le contrat et se dirigeait vers le garage. Je m'écartai, ouvrant la porte suffisamment grand pour qu'il puisse voir les rangées de cartons scellés qui bordaient le garage. Chaque carton portait un seul mot en gras, Miranda. Il y avait des vêtements, des chaussures, des effets personnels, suffisamment de souvenirs pour évoquer des années de souvenirs partagés. Le ruban adhésif qui fermait chaque couvercle était fraîchement appliqué, les bords nets et implacables. Alors qu'il passait devant, Miranda hésita devant le premier carton, effleurant le ruban adhésif du bout des doigts. Et je pouvais presque entendre son désir ardent de l'ouvrir pour retrouver un fragment de son passé. Mais elle ne le fit pas. Elle regarda simplement Monica tirer la boîte vers le camion de déménagement, le ruban adhésif se déchirant avec un bruit sourd. Jérémy s'attarda près de la porte du garage, se frottant le cou. Il semblait regretter la photo de mariage pour laquelle il avait souri quelques heures auparavant. Lorsqu'il croisa mon regard, je lui adressai un signe de tête. Tu savais à quoi t'attendre. Il détourna le regard. Charlène marmonna quelque chose à propos de poursuites judiciaires imminentes, et Monica aboya à propos de vol de biens communs. Je croisai les bras. Toutes ces boîtes ne contiennent que tes effets personnels. J'ai laissé derrière moi tout ce que nous avions acheté ensemble avant ta disparition hier soir. Je fis demi-tour et retournai dans la maison, m'arrêtant sur le seuil pour conclure. Tu as 1 heure pour finir de charger. Après cela, j'appelai la dépanneuse. Le cri de Miranda brise le calme de l'après-midi comme du verre brisé. Tu ne peux pas faire ça, gémit elle, mais sa défiance sonna faible, comme une chanson fausse. Je haussai les épaules et me dirigeai vers mon bureau, laissant la porte ouverte derrière moi. Je marquai une pause en entrant et demandai sans me retourner, besoin d'autre chose? Sa voix trembla. Jérémy inspira brusquement. L'allée débordait de cartons dans le ronronnement du moteur du camion de déménagement, et l'horloge de mon téléphone sonnait avec une indifférence précise. 14h03. Je m'installai dans mon fauteuil et observai leur silhouette par la fenêtre. À l'intérieur, la maison semblait à nouveau immense, le vide résonnant sur les murs comme des applaudissements. Le canapé du salon paraissait impeccable, sans aucun coussin égaré. Sur la table basse se trouvait le courrier neuf, non ouvert, adressé exclusivement à moi. Des relevés de comptes confirmant la clôture de ses comptes financiers, une nouvelle vignette d'immatriculation à mon nom et une assignation en divorce définitive remise par l'assistant de mon avocat. Je me suis penché pour lire l'assignation, une demande de dissolution du mariage imprimée en caractères gras et civilisés. On aurait dit une proclamation de victoire. Par la fenêtre, j'ai entendu le cliquetis de la serrure du garage. Miranda est réapparue, les bras croisés, le sang coulant de son humiliation en ligne serrée. Jérémy se tenait à côté d'elle, plus petit qu'avant. Charlène et Monica se sont glissées dans la cabine du camion, animées par une indignation vertueuse et une loyauté familière. Le moteur du camion a rugi et elles ont reculé dans l'allée. Miranda a laissé tomber sa tête contre le volant un dernier instant avant de démarrer, laissant la poussière tourbillonner au soleil. Les feux arrière ont clignoté 1 fois, 2 fois, puis le camion a disparu au coin de la rue. J'ai expiré et fermé la fenêtre. La fête de bienvenue était terminée. En l'espace d'1 heure, j'avais orchestré une expulsion impeccable, démantelant la façade de notre vie commune avec rien de plus qu'une action décisive et la compréhension des obligations contractuelles. Le quartier a retrouvé son bourdonnement de tondeuse à gazon et d'aboiements de chiens comme si de rien n'était. J'ai retiré ma veste de costume, l'ai pliée soigneusement sur le canapé et me suis servi un verre. J'ai levé mon verre à la pièce vide et trinqué. À l'avenir, à l'autonomie retrouvée, à la fête de bienvenue à laquelle personne ne m'avait invité, mais que j'ai chérie à la perfection. Puis je me suis affalé dans les coussins et j'ai laissé le silence m'envelopper, sachant que j'avais réécrit le scénario de nos vies, chaque serrure remplacée et chaque boîte scellée. Lorsque Jérémy s'est présenté au bureau de Miranda le lendemain matin,
je savais que les conséquences seraient explosives. Leur entreprise appliquait une politique de tolérance zéro envers les collègues qui franchissaient les limites, et je tenais l'arme parfaite dans ma poche arrière. Cette photo de mariage à Las Vegas, floue et rose, aux reflets irisés. J'imaginais l'expression du directeur des ressources humaines lorsque je lui ai transmis la photo. L'image. L'horodatage était flagrant, telle une preuve contre deux professionnels qui pensaient pouvoir bafouer les règles de l'entreprise sous les néons. J'ai rédigé l'email avec soin. Objet, violation potentielle des règles RH. Certificat de mariage de la veille en pièces jointes. Mes doigts ont hésité un instant sur le bouton d'envoi. J'ai ressenti une pointe de pitié pour Miranda, me souvenant des innombrables fois où elle m'avait sauvé de faux pas embarrassants au travail. Mais la pitié était une monnaie faible ici. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai attendu avec un détachement clinique. En quelques minutes, la boîte de réception de Miranda s'est tue. Je l'ai imaginé dans son box, le téléphone bourdonnant sans réponse, tandis que ses collègues échangeaient des regards curieux. J'entendais presque les murmures étouffés, le claquement des ragots de bureau se propageant plus vite que n'importe quelle publication sur les réseaux sociaux. Jérémy, dont le visage avait arboré l'éclat de la lune de miel quelques heures auparavant, était désormais un paria dans un bureau à air ouvert où la confidentialité était primordiale. Les RH les ont convoqués tous les deux à une réunion à huis clos. Je m'attendais à des sermons sévères, peut-être des avertissements, mais mes sources m'ont dit que le règlement imposait le licenciement. Un ou les deux contrevenants. 12 justice, pensais-je en regardant les dominos tomber. Miranda, avec son sens habituel du drame, ne garda pas longtemps le silence. Elle m'accusa d'avoir monté un scandale et de l'avoir publiquement humilié pour le profit, comme si elle avait encore le moindre droit à un profit dans notre mariage. Elle évoqua des violences psychologiques, un comportement de contrôle financier et menaça de porter plainte contre moi pour harcèlement. Ses propos étaient théâtraux, destinés à susciter la sympathie, mais ils sonnaient creux face à la froide vérité de ses relevés bancaires. Je les avais tous imprimés et reliés, des registres indiquant chaque facture que je payais, chaque prélèvement automatique qu'elle ne contestait jamais. On pouvait suivre son désengagement financier comme un fil d'Ariane menant droit à la trahison. Ses avocats se sont jetés sur la question du compte d'épicerie comme sur le prochain champ de bataille. Le compte d'épicerie commun, a-t-elle soutenu, avait été créé pour notre bénéfice à tous les deux. Elle le présenta comme un geste d'amour, un fonds commun pour les repas et les produits de première nécessité. Mais en réalité, cette carte de débit était uniquement liée à mon compte courant, une commodité généreuse que je n'ai jamais remise en question. J'ai découvert son subterfuge lorsque j'ai rapproché nos dépenses pour les impôts. Chaque mois, la moitié du budget course n'était pas comptabilisée, détournée vers des achats qu'elle classait comme divers. Cosmétiques, robes, livres de développement personnel, le tout étiqueté de manière inoffensive pour éviter d'être repéré. Je l'ai confrontée une fois, pensant à un malentendu, mais elle a ri comme si mes calculs étaient erronés. J'ai compilé les preuves avec un soin méticuleux, des feuilles de calcul avec des catégories codées par couleur, des alertes bancaires concernant des retraits au distributeur tard le soir, des reçus détaillés indiquant des sommes qui ne correspondaient pas au totaux des courses. Mon ami Marlin, une tech savant, m'a aidé à croiser les métadonnées de ses photos de smartphone pour identifier les dates et les lieux. Nous avons prouvé qu'elle avait empoché des milliers de dollars au fil des mois, finançant des escapades dans des boutiques et des week-ends qu'elle ne révélait jamais. Quand je lui ai tout exposé, graphiques imprimés, horodatage, signaux d'antenne relais, son sang-froid s'est brisé. Elle a balbutié des démentis, mais j'avais déjà porté le coup de grâce. J'ai envoyé le dossier à son avocat avec une note concise. Preuve de détournement de fonds non autorisés. Pièce à conviction A. La voir se démener pour s'expliquer devant la justice était étonnamment gratifiant. Elle, qui avait manipulé l'argent comme moyen de pression sur moi pendant des années, se retrouvait désormais dépassée par les registres mêmes qu'elle pensait que je n'avais jamais remarqués. Chacune de ces allégations d'abus financiers sonnait creux comparée à ses propres détournements. À mesure que la procédure de divorce avançait, ses récits de disculpation et ses déclarations larmoyantes perdaient de leur crédibilité. Son histoire d'amour au bureau implosait, ses finances étaient mises à nu et sa crédibilité était en lambeaux. Et pendant tout ce temps, j'étais assis dans mon appartement du centre-ville, buvant du café chaque matin, étiqueté par Janelle comme n'étant absolument pas Jérémy. Sentant le poids de 10 ans s'enlever de mes épaules. Dans la victoire silencieuse d'une tenue de compte méticuleuse et d'une action sans complexe, j'ai trouvé un sentiment de justice qu'aucun vœu de Las Vegas ne pourrait égaler. Le bombardement de Miranda sur les réseaux sociaux a commencé juste après le lever du soleil.
Et en milieu de matinée, mon téléphone vibrait sous une avalanche de notifications, de SMS d'amis inquiets, de messages directs de des inconnus lui offraient leur soutien et un flot incessant d'émojis furieux de cousins éloignés qui imaginaient le pire. Elle a transformé Facebook et Instagram en champ de bataille, me dépeignant comme un tyran sans cœur qui l'avait froidement dépouillé de sa maison et de sa dignité au cœur de la nuit. Chaque publication était plus dramatique que la précédente. Selfies ruisselant de larmes sur le porche, appels indignés à une intervention émotionnelle, s'il vous plaît, que quiconque s'oppose à mon comportement abusif. Charlène et Monica amplifiaient chaque nouvelle, les partageant avec des menaces de justice comme des drapeaux de bataille. Le coin de mes lèvres se contracta d'amusement. Je savais comment ça fonctionnait. La perception était primordiale et Miranda misait sur la crédulité d'un public avide de ragots. Je me suis adossé à ma chaise de bureau. J'ai scruté le déluge d'opinion publique et j'ai envoyé un message privé à mon ami Marlin. Déployer le plan B. En quelques minutes, un dossier a atterri dans ma boîte de réception. Une archive méticuleusement organisée des textos de Miranda à Jérémy, remontant à plusieurs mois, documentant ses intentions et sa clarté crue. Il y avait négociation sur les dates et heures de rendez-vous secrets dans des hôtels, capture d'écran de conversation où elle se vantait de l'avoir vidé de sa substance sans jamais se retourner, et même des notes vocales enregistrées où elle riait du projet de me retourner la situation une fois tout réglé. Ces messages, sortis de tout contexte, en disaient long. J'ai rédigé un message calme et factuel sur mes réseaux sociaux, car beaucoup m'ont demandé mon avis. Voici des captures d'écran non retouchées. Je n'ai jamais rien caché. À vous de voir. Sur ce, j'ai mis en ligne les extraits clés, des passages soigneusement sélectionnés montrant la collusion calculée de Miranda avec Jérémy pour m'exploiter financièrement et émotionnellement. Les messages ont été mis en ligne et j'ai vu Internet basculer sous mes doigts. Les commentaires ont afflué, pleins de choc, d'incrédulité, d'excuses pour avoir douté et de reproches cinglants concernant la duplicité de Miranda. Des amis communs qui avaient pris son parti ont commencé à supprimer ses déclarations et à l'étiqueter dans leurs réponses correctives. L'élan a oscillé comme un pendule et je l'ai laissé prendre de l'ampleur. Vers la fin l'après-midi, le vent avait tourné. Les RH du cabinet de Miranda partageaient la nouvelle du scandale, non par malveillance, mais pour reconnaître qu'il s'agissait d'un véritable manquement au professionnalisme. Des amis qui avaient exprimé en privé leur inquiétude à son égard m'ont contacté, me disant qu'ils ignoraient totalement qu'elle avait planifié une trahison aussi élaborée. Même les alliés de Charlène sur les réseaux sociaux ont commencé à prendre leur distance, masquant sa publication avec de petits mots du genre « Désolé, mais je ne peux pas promouvoir la malhonnêteté ». L'indignation vertueuse de Monica s'est estompée à mesure que les preuves s'accumulaient contre sa sœur. C'était une justice des plus surréalistes, une justification publique servie froidement, pixel par pixel. Pourtant, tandis que le feu d'artifice virtuel explosait derrière l'écran, j'ai gardé mon sang-froid. J'avais appris que dans les drames à enjeu élevé, la retenue ressemblait à de la force. Alors, je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas raillé ni lancé de pique personnel. J'ai simplement présenté les faits et laissé parler leur poids. Lorsqu'un ami commun m'a demandé si j'éprouvais des remords, j'ai répondu d'une voix. Message direct, le regret est pour les erreurs. C'était intentionnel des deux côtés. J'ai fait ce qui avait besoin de faire. Cette réponse a circulé tranquillement parmi mon cercle intérieur, renforçant le récit que j'étais la mauvaise faite, décisive et contrôlée. Dans le monde physique, l'impact était tout aussi tangible. Les invitations sont arrivées de voisins offrant des chambres de rechange au cas où je me sentais dangereux à la maison. Quelques contacts commerciaux précédemment sur la clôture sur le travail avec moi, ont envoyé des messages de solidarité, réitérant leur confiance dans mon intégrité. J'ai même reçu un appel d'un journaliste local qui avait déjà couvert les litiges domestiques. Il a demandé une interview pour raconter l'autre côté de l'histoire. J'ai accepté, stipulant qu'il présente le dossier complet de mes preuves et les échanges cachés de Miranda. Lorsqu'il a publié son article, c'était une masterclass et des reportages équilibrés. 3 paragraphes de ses accusations suivis de 7 paragraphes de preuves incontestables. Alors que le soleil se couchait, j'ai traversé mon quartier désormais paisible. L'heure dorée baigne la porte d'entrée fraîchement peinte en lumière chaude. Le rire d'enfants jouant dans une cour à proximité et le bourdonnement lointain de la circulation ressemblaient à des affirmations de retour normal. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je n'ai pas ressenti la douleur de la trahison. Cette piqûre avait été remplacée par un bourdonnement fluide et régulier de résolution. Le monde avait été témoin des vraies couleurs de Miranda, et j'avais émergé non seulement ininterrompu,
mais justifiée. Ce soir-là, Marlin et moi nous sommes rencontrés dans notre bar d'angle préféré. Il a glissé une bière festive sur le comptoir. Nous avons tincé des bouteilles et grillé à des preuves tangibles froides. Puisse-t-il toujours plus fort que les larmes? Il rit, les yeux brillants, et j'ai ressenti une véritable gratitude pour sa loyauté et ses prouesses techniques. Nous avons parlé par les retombées potentielles. Miranda pourrait tenter une contre-grève. Ses avocats pourraient menacer les allégations de diffamation. Et il y avait la petite question de finaliser la division des actifs et les conditions de garde. Mais armé de données brutes et de soutien public, je me sentais prêt pour tout défi. De retour à la maison, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à rédiger la prochaine phase de ma stratégie juridique. La pétition de divorce a besoin de modifications pour inclure les résultats des inconduites, qui pourraient influencer la pension alimentaire et la distribution des actifs. J'ai décrit des puces faisant référence aux captures d'écran et aux réponses officielles des RH et des conseillers juridiques. Mon regard a persisté dans le dossier de fichiers soigneusement organisé, le certificat numérique brillant sur mon écran. Preuve finale. À l'extérieur, la nuit s'est épaissie et j'ai entendu le silence de la ville s'installer. Avant d'éteindre la lumière, j'ai publié un dernier message. Ce chapitre se ferme ici. Je souhaite que Miranda No ne fera l'honnêteté que pour son avenir. Il était bref, presque préfeinteur, mais il portait de la gravité. J'ai éteint mon ordinateur, la lueur se retirant dans l'obscurité, et enfin, j'ai ressenti une confiance calme dans le récit que j'avais récupéré. Le contrôle des dommages était devenu nucléaire, et au lieu de tout brûler en cendres, j'avais utilisé l'explosion pour nettoyer un chemin pour quelque chose de nouveau. Au lendemain de cette guerre numérique, j'ai découvert que la vérité, lorsqu'elle est utilisée avec précision, est l'arme la plus puissante et le compagnon le plus honnête. Lorsque le soleil inclinait dans son zénith et le quartier bourdonnait d'énergie de midi, je pensais que le pire du chaos était derrière moi. J'avais tort. La première fissure est venue en tant qu'appel frénétique de mon patron, Hélène, un titan de l'industrie avec peu de patience pour un petit drame. Mika, je viens de recevoir un appel téléphonique du père de Miranda, a-t-elle dit, son ton coupé, mais avec un courant sous-jacent d'amusement perplexe. Il vous accuse de harcèlement. Ma boîte de réception inonde d'accusations. Vous voulez expliquer? Je me suis arrêté. Goûter mon café glacé et laisser le silence s'étendre assez longtemps pour qu'elle se réalise à quel point la revendication sonnait absurde. Hélène. J'ai commencé avec soin, le père de mon ex-femme vous a appelé. Je pensais qu'il resterait en dehors de ça. J'ai reniflé dans mon propre euphémisme. Il est bouleversé. Je l'ai verrouillé et publié des preuves de son infidélité. Mais le harcèlement, je pense que la définition juridique peut différer de la réaction émotionnelle. Il y avait un soupir doux à l'autre extrémité. Il est hystérique, rampant sous ma peau avec ses messages vocaux. Mais je te fais confiance. J'ai besoin d'un résumé. Je vais le déposer avec HR. J'ai secoué les événements dans mode succinct, la déclaration de Vegas, le changement de verrouillage, la pétition de divorce, la décharge de preuves. Le légendaire pragmatisme d'Hélène est entré dans et en quelques minutes, elle a envoyé un bref email au RH d'entreprise qui disait « Sujet, fausse réclamation de harcèlement. Veuillez rejeter. » Détail sur mon bureau. C'était la victoire numéro 1 de la journée. Ma réputation professionnelle a assuré, alors même que le père de Miranda tentait de l'armer. À peine avais-je raccroché qu'une nouvelle alarme avait retenti, ma caméra de sonnette pingée de mouvement. J'ai ouvert le flux vidéo pour voir Miranda en pleine carène, un signe, chemisier floral audacieux, lunettes de soleil surdimensionnées perchées sur sa tête dans l'expression d'un droit juste. Elle se glissa sur le bouton de la sonnette à plusieurs reprises, sa voix étouffa à travers l'interphone comme elle le demandait, « Ouvrez cette porte, Mika. Vous êtes un monstre. » Mes allergies s'évasaient à la vue. Je me suis souvenu qu'elle s'était une fois suggéré de recevoir un chat, bien que j'étais mortellement allergique. J'ai pris une respiration lente, mis l'orateur, et j'ai tapé une réponse rapide sur l'écran d'interphone. Propriété. Clip des titres. Inondé. Il n'y a jamais eu de chat. Miranda fabriquait des prétentions pour générer de la sympathie. J'ai imprimé des captures d'écran des refus et les ai ajoutées au dossier final de preuves. Si elle allait concocter un chat, je pouvais contrer avec un cœur de témoin. Ce soir-là, alors que le ciel flamboyait orange, le coup final a atterri. Un message vocal en larmes de ma propre mère.
Sa voix trembla de fausse préoccupation alors qu'elle me suppliait de me réconcilier. Mika, elle sanglota. Miranda m'a appelé à pleurer. Elle a l'air si perdue. Vous lui avez promis pour toujours. Veuillez la reprendre. J'ai pressé ma paume sur mon front, sentant le poids de sa douleur. J'ai adoré ma mère férocement, mais j'ai refusé d'être culpabilisé en punition pour la trahison de quelqu'un d'autre. Je l'ai rappelé, en rentrant le téléphone entre l'épaule et l'oreille alors que je faisais rythmer la longueur de mon salon. Maman. Elle a épousé quelqu'un d'autre à Vegas. À 2h47, je lui ai rappelé doucement. Je pouvais presque entendre l'éclat du cœur frêle de ma mère à ce rappel. Elle a aggravé toutes les promesses que vous avez chéries en se faufilant autour de quelqu'un d'autre et drainant nos comptes. Cette décision, il ne s'agit pas de se sentir perdu. Il s'agit de responsabilité. Il y a eu une longue pause. Je l'ai imaginé appuyé contre son comptoir de cuisine, le soleil de l'après-midi incliné à travers des rideaux en dentelle. Je suppose que je comprends, dit-elle, une voix épaisse. Je m'inquiète juste pour elle. Ma poitrine s'est resserrée. Je sais que vous le faites, mais j'ai besoin que vous vous inquiétez pour moi maintenant. Je suis celui qui est resté. J'ai fermé avec amour et raccroché, ressentant une touche de chagrin pour la douleur de ma mère, mais une résolution encore plus forte qu'auparavant. Dans les jours suivants, les ajustements hurlants de Miranda à ma porte sont devenus une routine. Chaque fois, j'ai enregistré l'interaction, des preuves de manuels d'intrusion et de harcèlement. Chaque fois qu'elle menaçait les perles de grand-mère, insistant sur le fait que je retourne les héritages qu'elle a affirmés avaient été volés, j'ai produit l'évaluation qu'elle avait signée il y a 5 ans, prouvant que les perles restaient en toute sécurité avec sa grand-mère, bien vivante. J'ai publié ces documents en privé à mon avocat, en construisant une affaire de protection contre toute frivole ordre de retenue qu'elle pourrait chercher. À travers tout cela, je me suis retrouvé à glisser en clarté plutôt qu'au chaos. Chaque fausse affirmation qu'elle a lancée, des visites de police, des explosions émotionnelles, une vulnérabilité feinte, est devenue des briques dans le mur entre notre passé et mon avenir. J'ai renforcé ce mur quotidiennement. De nouvelles serrures, des dépôts juridiques, des députés de preuves publiques et un refus de s'engager au-delà des canaux officiels. Alors que sa tactique devenait plus désespérée, ma stratégie est devenue plus ciblée. Un dimanche matin calme, je suis passé devant la porte fermée, attirant ses cris dans des échos étouffés. Je sirote mon café et laisse les paroles d'une chanson familière dériver dans mes écouteurs. Aucune griffe de chat ne gratterait ma conscience. Aucun texte de harcèlement ne pénétrait mes murs. Aucune messagerie vocale chargée de culpabilité ne déracinerait ma détermination. J'avais survécu à la trahison, aux escarmouches légales, au spectacle public et à la pression familiale. J'avais vu Hélène me défendre, les voisins se rassemblent derrière moi et les amis se tiennent avec moi. Cet après-midi, j'ai imprimé le dernier document de mon avocat, un journal complet de chaque rencontre, de la déclaration de Vegas à la réclamation frauduleuse de chat. En le signant, j'ai réalisé jusqu'où je venais d'un homme aveuglé au milieu de la nuit à quelqu'un qui pouvait faire face à chaque cri, chaque mensonge, chaque larme avec une conviction inébranlable. Les cris, le chat et l'appel avaient menacé de m'incorporer, mais ils ont plutôt resserré ma prise sur la vérité. J'ai déposé le dossier sous le chapitre 7, un Kiddle, un témoignage de la façon dont les mensonges, confrontés à la clarté, s'effondrent dans la poussière. Et dans ces conséquences inébranlables, j'ai trouvé la dernière trace de paix. Tard un soir, alors que l'attraction de la ville ralentissait sur un douceur, mon téléphone bourdonnait d'un identifiant d'appelant inconnu. Je l'ai presque ignoré. Mes derniers jours ont passé des appels sur les appels des alliés de Miranda m'avaient appris à garder mon attention, mais le nombre s'est révélé non pas comme une ligne privée, mais en tant que Sarah, la mère de Jérémy. Mon cœur a réussi. Curieux et fatigué. J'ai répondu, me préparant pour une autre grêle de plaintes ou sanglotant, s'il vous plaît. Mika. La voix de Sarah était doux, presque tremblant. J'ai reconnu l'accent, le doux Midwest Lille avec une nuance de grâce raffinée. Elle a parlé avec une prudence mesurée, comme quelqu'un qui attend dans l'eau froide. Je sais que vous avez mal, mais s'il vous plaît, je vous supplie, ramène Miranda. Je me suis arrêté, pris au dépourvu par sa demande. Reprenez-la. J'ai fait l'écho, balayant mon appartement faiblement éclairé. Les murs ne portaient aucune photographie de lui, aucun souvenir partagé, juste le triomphe silencieux de la possession récupérée. Oui, murmura-t-elle, comme si le mot lui-même la faisait mal. Jérémy, il est submergé. Il a fait une erreur.
Il pensait que c'était juste. Mais je lui ai parlé. Il a peur. Éclat de larmes quand elle avait réalisé la vérité. Sarah, dis-je, plus douce maintenant. Je ne suis pas antipathique, mais je ne peux pas être le filet de sécurité de leur mariage impulsif. Je ne peux pas supporter sa douleur pour que Jérémy puisse prétendre que cela ne s'est jamais produit. Cela annulerait toutes les leçons que j'ai apprises cette semaine. Mon ton était ferme mais doux, comme guider un animal surpris vers sa cage. Il y avait un long silence ponctué uniquement par le léger bourdonnement de la circulation à l'extérieur de ma fenêtre. Je l'imaginais de fer arpent une cuisine de banlieue silencieuse. Inquiété le seul assaisonnement sur son thé de fin de soirée. Enfin, elle soupira, un bruit de défaite et un chagrin maternel. Je suppose que vous avez raison. J'espérais juste que tu comprendrais. L'espoir dans sa voix était fragile, comme si une seule respiration pouvait la briser. Sarah, dis-je, recueillant ma détermination. J'espère que Jérémy trouvera sa paix qu'il tire de cela. Mais notre mariage est terminé. Les serrures sont modifiées. Les comptes sont sécurisés. Et je continue. Je souhaite bien Miranda véritablement. Mais je ne peux pas reconstruire ce qu'elle a effacé. J'ai entendu un léger sanglot à l'autre bout. Je vais parler à Jérémy, chuchota TL. Merci de m'avoir entendu. Alors que je raccrochais, un profond sentiment de fermeture s'est installé sur moi. Cette intervention, si inattendue, si tendre, était le dernier pont entre mon ancienne vie et ce qui nous attendait. J'ai réalisé que la compassion, tandis qu'un cadeau précieux, doit être dirigée judicieusement. Ma compassion pour Miranda et Jérémy ne pouvait pas éclipser ma responsabilité envers moi-même. Je me tenais, me dirigeais vers la fenêtre et baissalée. Yeux sur les lumières de la ville, scintillant comme des promesses lointaines. Le lendemain matin, un message est arrivé de Sarah. Bref et respectueux. Il comprend maintenant. Il tend la main pour des conseils. Merci pour votre patience. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message, archivant la conversation à mesure qu'un autre chapitre fermait. Mon objectif s'est tourné vers mes propres plans futurs pour le condo du centre-ville, les dates de café hebdomadaires avec Janelle, prévoyant enfin ce rendez-vous de thérapie pour déballer le dernier chagrin. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvé au Corner Café où j'avais célébré de petites victoires avec Marlin. J'ai commandé mon café noir habituel avec une photo de sirop d'amande et j'ai laissé le barista l'étiqueter pas elle. J'ai glissé dans un siège près de la fenêtre, un ordinateur portable ouvert, notant début pour le mois prochain. Les conditions de divorce finalisées, sauf pour les vacances appropriées, lancent le nouveau podcast dont je rêvais. Chaque article était à un pas de l'épave et vers quelque chose que je construis selon mes propres conditions. Dans cette lumière du café brillant, entouré par le bourdonnement des conversations occasionnelles et le sifflement des machines à expresso, j'ai senti que les dernières vrilles de doute s'échappaient. L'intervention de Sarah, bien que sincère, ne m'avait pas secoué. Cela avait affirmé mon chemin. J'ai regardé le café devant moi, j'ai pris une gorgée lente et j'ai souri. La route à venir était la mienne à la carte, guidée par des leçons de confiance et de frontières. Et en regardant la vapeur se recroqueviller vers le haut, j'ai finalement reconnu la vérité que j'avais transportée mais pas encore embrassée. La fermeture ne consiste pas à pardonner à tout le monde. Il s'agit de vous pardonner de choisir la liberté plutôt que la fausse fidélité. Avec ça, j'ai emballé mon cahier, a payé ma facture et est entré dans l'air croustillant de l'après-midi. La ville s'est étendue autour de moi, vaste et accueillante, chacune bloque une nouvelle possibilité. J'ai marché avec un but, chaque pas faisant écho à une pensée singulière. J'en ai fini avec le chapitre 8 et le chapitre 9 à temps. Je suis arrivé au palais de justice à 8 ans. La lumière tôt le matin ramasse chaque tache sur mon blazer et chaque pli dans ma chemise fraîchement pressée. Les marches en marbre se sentaient plus froides que d'habitude sous mes chaussures, comme si le bâtiment lui-même désapprouvait la cérémonie sur le point de se dérouler à l'intérieur. Mes mains démangent à la fois avec anticipation et terreur. Le tribunal de divorce n'était pas un spectacle que j'avais jamais imaginé être témoin, sans parler de la figure centrale. Mais j'étais là, portant chaque once de preuve, chaque lambeau de trahison dans une pièce conçue pour dissoudre ce qui avait été sacré. À l'intérieur du couloir feutré, j'ai repéré Miranda au bout de l'allée. Une vision de l'ironie tragique dans sa robe blanche immaculée. Elle se tenait sous le dôme des lumières fluorescentes de la salle d'audience, un halo souillé par les circonstances. La robe était simple, corsage en dentelle, jupe fluide.
Mais sur elle, cela ressemblait au reste d'une promesse brisée. Sa sœur Monica planait à ses côtés, les lèvres ont changé, tandis que Charlène planait derrière comme un spectre matrone. Jérémie n'était nulle part en vue. J'ai ressenti un scintillement de pitié. Il avait été avalé par ce drame, mais il a disparu aussi rapidement qu'il est venu. Ce n'était pas le moment de la miséricorde. J'ai glissé dans un banc en bois à travers l'allée, la surface polie froide contre mes doigts alors que je plaçais ma mallette à côté de moi. La pièce sentait le bois poli, le café aigrait le vieux papier. Mon avocat s'est assis à côté de moi, en cliquant sur le fichier sur l'écran de son ordinateur portable, un certificat de mariage, des relevés bancaires, des messages textés, des captures d'écran, des calculs de valeur nette. Il m'a donné un signe de réconfort. Je l'ai retourné avec un sourire serré. À ce moment-là, tout le vent émotionnel avait été canalisé dans une préparation méticuleuse. Le BEF nous a appelés à commander, et avant que je le sache, c'était notre tournée. Je me suis lissé ma veste et j'ai suivi mon avocat jusqu'au banc. Le juge, une femme sévère aux cheveux argentés tirés dans un chignon serré, nous a considérés sur ses lunettes. J'ai senti son impatience. Elle avait sans aucun doute vu d'innombrables pétitions de divorce, des allégations de cruauté, des paris sur la propriété. Je n'ai pas été surpris quand elle a frappé les mains et a dit « Monsieur nom de famille », procès à l'extérieur de cette chapelle éclairée par le néon, les souris en triomphe. La détresse, suppliait l'empathie, invoqua le caractère sacré des vœux du mariage. La salle d'audience elle-même avait fermé ses oreilles. L'expression du juge est passée de la fatigue à l'incrédulité alors qu'elle ramassait les impressions téléphoniques de Miranda. Elle a scanné un texte mis en évidence. J'ai hâte de voir son visage lorsque je vide le compte conjoint. Il ne le verra jamais venir. Elle s'est retournée vers une autre capture d'écran. J'adore à quel point c'est facile. Il ne soupçonne jamais rien. Le juge a haussé un sourcil. Sorti de son contexte, Miranda chuchota, voix petite et incertaine. Le juge se pencha en avant, voix je vois. Quel contexte pourrait justifier le vol financier prémédité et la trahison de la confiance conjugale? Le silence est tombé si lourd qu'il pressait contre ma poitrine. La lèvre de Miranda trembla, mais aucune réponse n'est venue. C'était comme si la salle d'audience avait avalé ses lignes répétées. Monica lui serra le bras. Le visage de Charlène était un masque de fureur et d'embarras. Le juge a fermé le dossier avec un snap décisif. Je trouve le mariage entre M et Madame nom du nom de famille, a-t-elle déclaré. Toutes les propriétés partagées à distribuer comme suit. Le maison conjugale actuellement sous le nom de famille nom de l'âme à vendre avec le produit divisé par accord. Le moindre véhicule reste la propriété juridique de Monsieur Neim. Les économies et les investissements documentés restent intacts et l'intimé paie un soutien temporaire de $500 par mois pour un programme de certification professionnelle financé par le pétitionnaire. J'exhalai, sentant la tension s'écouler de mes épaules. Le juge a poursuivi, ce jugement est définitif. La cour est ajournée. Le gavel a frappé une fois et résonne à travers la chambre en bois. Je me suis enfoncé sur le banc, le cœur battant, les yeux attrapant le regard de Miranda. Le sien était un mélange de rage, de honte et de défaite. Elle se tenait momentanément comme si nous avons protesté, mais le juge avait déjà refoulé, la baisse, l'adhésion. Le portefeuille et la rose. Screamy, mais n'a pas regardé en arrière. Document. Finaux, copie certifiée du décret, signature et timbre brillants comme des métaux. Je les ai glissés dans ma mallette et j'ai hoché la tête. Merci, dis-je simplement. Il a offert un petit sourire respectueux et a fondu dans la foule animée. J'ai descendu les marches, chaque foulée plus légère que la précédente. La circulation du quartier fredonnait comme si de rien ne s'était passé, mais je sentais que le monde était incliné subtilement. Le chapitre de ma vie avec Miranda a fermé. La page a tourné. J'ai salué un taxi et j'ai dit au conducteur de diriger le centre-ville. Alors que nous nous éloignons du palais de justice, j'ai regardé la silhouette en retraite de Miranda s'estomper parmi les piétons. Elle était déjà invisible, sa robe blanche tachée par une intention au cœur noir. Plus tard dans l'après-midi, je me tenais devant mon directeur de banque pour finaliser la vente de la maison. Nous avons discuté du prix de l'inscription, des tendances du marché, des frais juridiques. Le contrat a été signé en quelques heures. Je me suis arrangé pour transférer le titre de la voiture dans mon nom et j'ai regardé le timbre du commis approuvé sur la demande. Au bureau de mon avocat, j'ai examiné le règlement final, les chiffres soignés et sans ambiguïté.
Vente de maison à un bénéfice de 75 000 $, la voiture entièrement mienne, des économies intactes et un paiement mensuel modeste de Miranda. J'ai signé avec un sentiment d'achèvement. En sortant dans le soleil de fin d'après-midi, j'ai senti une confiance sereine se laver sur moi. Le monde était à nouveau grand ouvert. J'ai soufflé profondément, goûté à la liberté. Derrière moi, un drame d'audience qui ne s'est pas terminé dans le mélodrame, mais en clarté juridique et en fermeture personnelle. J'ai empoché le décret et chuchoté au vent, cool. Et cette fois, je le pensais vraiment. La première chose que j'ai remarquée lorsque je suis entré dans mon nouveau condo du centre-ville était la vue. Fenêtre sur les pieds de sol qui ont encadré les toits de la ville dans un panorama de possibilités. Le soleil du matin a dansé des tours en verre et la circulation en dessous s'est déplacée dans une rivière paresseuse d'ambition. J'ai mis ma mallette sur le comptoir en marbre élégant et je suis passé mes doigts le long de sa surface fraîche. Cet espace était à moi, vraiment à moi, intact par la trahison ou l'obligation. J'avais signé le bail il y a des semaines, mais aujourd'hui, c'était réel. Aujourd'hui, c'était comme une liberté. Je me suis dirigé vers la cuisine où une seule tasse de café immaculé était assise à attendre. De son côté, dans les besoins de Janelle, il a lu, certainement pas Jérémie. J'ai souri, les mots me réchauffant plus que le café ne le pouvait jamais. J'ai ouvert l'armoire et j'ai trouvé une collection incompatible de tasses, des cadeaux d'amis, des souvenirs de voyage, des restes de routine passée. J'ai sélectionné un émacé avec un croquis d'horizon de Lego, un clin d'œil à la maison, et je l'ai rempli d'eau. Le coup de sifflet de la bouilloire était un réveil familier. Mais cette fois, il n'y avait aucune crainte à attendre à l'autre bout. Alors que le café se préparait, j'ai placé mon certificat de mariage, le décret de divorce et une impression encadrée de cette chapelle Vegas côte à côte sur la table à manger. Le certificat de Vegas s'est accroché au mur du bureau de mon ancien avocat sous une plaque qui disait « L'affaire close ». Cool. Mais ici, dans mon propre espace, cela a rappelé jusqu'où j'avais parcouru. Le décret de divorce, croustillant et officiel, a déclaré mon autonomie. Ensemble, ils ont formé un hôtel délibéré à ma propre résilience. J'ai versé le café, noir et fort et leva la tasse à mes lèvres. La première gorgée était amère, puis lisse, comme une promesse tenue. Je me suis installé dans le fauteuil moelleux près de la fenêtre, la tasse à la main, et j'ai regardé la ville se réveiller. Les gens ont bousculé le long des trottoirs, des camions de livraison manœuvraient dans des ruelles et un musicien de rue a joué des cordons qui résonnaient à mon sol. Pendant un long moment, j'ai simplement écouté. Aucun email n'a demandé ma réponse. Aucun appel urgent de l'avocat de Miranda n'a interrompu l'aube. Dans cette immobilité, j'ai goûté à une nouvelle routine, celle que je pouvais façonner mais je suis ravi. Mon téléphone bourdonne. Un texte de Janelle. Matin. Yoga à 10 heures. Je t'ai sauvé un tapis. Une deuxième ligne a suivi. Coffee est dans le pot. Venez quand vous êtes prêts. J'ai pris une autre gorgée, l'anticipation flottant dans ma poitrine. À quand remonte la dernière fois que j'attendais avec impatience une date du matin normale au lieu de redouter un appel chargé de conflit? Exactement. J'ai posé la tasse et connecté à mon ordinateur portable pour finaliser un plan de podcast pour lequel je esquisse semaine. Le divorce avait ouvert non seulement ma vie personnelle, mais ma vie créative. Les sujets vont de la navigation de la trahison à la reconstruction de la confiance, et j'ai ressenti une étincelle de règne à des fins. À 9h30, j'ai emballé mon sac de yoga avec un changement de vêtements et j'ai coupé les notes de podcast sur un presse-papier. J'ai éteint les lumières, verrouillé la porte avec un forêt satisfaisant et je me suis dirigé en bas. Les planchers polis du hall me reflétaient mon image, un homme debout plus droit que jamais auparavant. J'ai monté l'ascenseur avec un voisin qui a souri et hoché la tête avec une reconnaissance amicale. Il n'y avait pas de campagne de chuchotement ici, juste des hellos polis et la légère parfum de peinture fraîche. Janelle m'a rencontré dans la cour, mat à la main et un sourire encourageant sur son visage. L'air du matin était net et la rosée s'accrochait à l'herbe comme des diamants. Nous avons trouvé un endroit sous un jeune chêne et nous avons dérouté nos tapis côte à côte. Elle a glissé son bras à travers le mien et a chuchoté, prêt pour un nouveau départ? J'ai hoché la tête, sentant la tendresse dans son geste. Nous déplacer à travers des pauses, un guerrier, un chien vers le bas, un arbre, chacun coule une métaphore pour l'équilibre et la force. Mon souffle s'est synchronisé avec le sien, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose de plus léger que le soulagement. Espoir. Après le yoga,
nous nous sommes promenés au café au coin où le barista m'a salué par son nom. Ma commande régulière, un double expresso avec du lait d'amande, est arrivée avant même que je puisse commander. Je lui ai tendu la Lego Skyline Mug déjà portée et coupée et lui ai demandé de le remplir. Il gloussa et dit, apportant le vôtre. Vous devez vraiment l'aimer. J'ai haussé les épaules, ressentant une fierté et une cohérence silencieuse. Je me suis assis, Janelle à côté de moi, et nous avons partagé nos plans pour la journée. Elle m'a parlé d'un prochain atelier de fitness, elle menait, et j'ai décrit ma chronologie de lancement de podcast. Notre rire a rempli le petit espace, comme riche et chaleureux comme le café lui-même. Et laisse une brise des papiers sur mon bureau. Je me suis épanoui à l'extérieur, une constellation de possibilités. Clockwork. J'ai totalisé les nombres et je me suis permis un petit signe de satisfaction. J'avais émergé de la destruction avec stabilité, voire prospérité. Je me suis tenu et je me suis dirigé vers le certificat encadré Vegas, touchant son bord lisse. La chapelle néon rose et les sourires flous ressemblaient à la mémoire de quelqu'un d'autre. J'ai placé un post-it sur le verre. Leçon apprise. Puis je me suis retourné et j'ai fait face à l'espace ouvert du salon. Dans cette étendue épurée, j'ai vu ma réflexion stable, sans garde, prête. Avant de me coucher, j'ai fermé tous les onglets de mon ordinateur portable et je l'ai glissé dans une manche. J'ai posé le décret encadré sur la table de chevet à côté d'une photo de ma mère et de moi lors de son dîner d'anniversaire. Riant inconscient de la tempête qui nous attendait. J'ai éteint la lampe et grimpé sous les couvertures, les draps refroidissent contre ma peau, je me suis éloigné avec le léger bourdonnement de trafic ci-dessous, en sachant que demain je me réveillais sans relâche par les choix de quelqu'un d'autre. Alors que le sommeil m'a enveloppé, je murmurais dans l'obscurité. Café, condo et fermeture. 3 des mots qui résumaient un voyage du chaos au calme. Et dans ce dernier moment avant les rêves, je savais que j'avais écrit la fin parfaite de cette histoire et le début parfait de la suivante.